donc notre émission concernant les commentaires sur l'actualité et la partie déconstruction. La deuxième information que je voulais aborder concerne la mise en examen de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui, en point, doit s'assurer que les choses mises sur le marché soient sécures, pas de risque pour la population. Et cette agence-là, sur laquelle on s'appuyait pour imposer l'injection obligatoire de produits expérimentaux, eh bien, cette agence-là a été mise en examen. On l'a dit furtivement un jour sur les médias, mais on n'en a pas tiré toutes les conclusions. Alors d'abord, il faut savoir qu'elle a été mise en examen le 5 décembre pour tromperie dans un dossier qui concerne la formule du Levotibox, un médicament conçu pour lutter contre les problèmes de thyroïdie, mais qui avait été utilisé à d'autres fins. Cette mise en examen, je cite, intervient 1 mois et demi après celle de la filiale française du laboratoire pharmaceutique allemand Merck, fabricant de ce médicament pour tromperie aggravée. Donc, des gens qui supposaient être des scientifiques, laboratoires, des agences de contrôle, sont poursuivis. Ça nous rappelle que le monde de la santé est contrôlé par des multinationales capitalistes, que ces gens-là sont coutumiers de trafic, de lobbying pour imposer des médicaments qui ne sont pas valables pour permettre des essais. On est dans un monde où l'aspect mercantile domine sur la déontologie, sur l'éthique, sur la volonté réelle de soigner les gens. Ça, c'est la réalité. Insistons sur cela parce que quand légitimement les peuples se battaient contre une injection qui n'était pas fiable, une injection obligatoire, toute une kyrielle de politiques, de pseudo-philanthropes sont venus dire que c'était des obscurantistes, des complotistes, et qu'ils représentaient la science et qu'on était totalement irresponsable si on n'obéissait pas aux injonctions d'un gouvernement au service des multinationales. Donc, ce procès-là nous montre la réalité, la corruption qui existe dans les gouvernements. N'allons pas plus loin. Cette semaine, nous avons un scandale qui éclate dans le Parlement européen. Vice-président et autres parlementaires ont été grassement payés par le Qatar pour servir ses intérêts, pour faire croire qu'il y avait des progrès démocratiques et pour pouvoir que se déroule la Coupe du Monde et toutes les combines qui entourent. Donc, on a fait une pression psychologique, on a effrayé les gens pour les soumettre aux intérêts des multinationales. Donc ça, c'est important à comprendre. Rappelez-vous que dimanche dernier, nous avons parlé de complications qui vont tomber sur Macron, parce que les cabinets qu'il avait fait grassement payer pour organiser les campagnes de vaccination, les réunions, pour faire toute sa propagande, toute sa structure, c'était en particulier le cabinet McKinsey, il n'était pas le seul, qui est un cabinet états-unien, qui est au service du capitalisme, qui a déjà prouvé qu'il n'est pas honnêtement fiable, puisqu'il ne paie pas ses dépôts, il fait des magouilles financières, etc., de l'optimisation fiscale, comme il l'appelle. Et puis voilà ce monde de mafia, cette corruption qui nous impose des restrictions à nos libertés, qui nous impose qu'on se soumette à des vaccinations qui ne sont pas fiables. Et vraiment, il faut que nous comprenions que tout à l'heure, nous avons parlé des criminels qui ont empoisonné notre peuple avec les pesticides, mais que là aussi, ce sont des crimes qui ont été commis contre l'humanité. Il y a une révélation qui a été faite la semaine dernière. Remarquez que les médias ne se sont pas tellement attardés dessus. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, par la bouche de M. Tedros Adhanom Ghebreyesus, déclare, prenez la
conscience de l'importance de cette déclaration. 90% de la population mondiale est immunisée contre le virus du Covid. 90% de la population mondiale immunisée. Mais 90% de la population mondiale, où se trouve-t-elle? Ce n'est pas en Europe, hein. C'est en Afrique. C'est dans toute une Inde, c'est 1,3 milliard pour l'Inde. Des lieux où les gens n'ont pas été vaccinés, où les gens vivaient sans respecter leurs consignes liberticides. Et ils sont immunisés. Dès le début, nous l'avons dit, il y avait une campagne pour effrayer les gens et leur imposer des mesures dictatoriales qui enfreignent leur liberté, mais surtout qui les obligent à se soumettre à une expérimentation de masse pour le compte des multinationales pharmaceutiques. 90% de gens, mais ce n'est pas étonnant parce que dès le départ, nous avions dit 80% des gens qui ont le virus du Covid sont asymptomatiques, que les gens qui sont concernés par des complications sont ceux qui ont des facteurs à risque, des comorbidités, comme on dit. On l'avait dit. Mais que même ces gens-là pouvaient être soignés et que le taux de mortalité pouvait être très faible. En tout cas, plus faible que beaucoup d'autres maladies qui existent déjà, qui sévissent déjà plus tôt. Nous l'avions dit. Donc, on a traité de complotistes, d'obscurantistes pour pouvoir soumettre des populations, mais le danger n'était pas aussi catastrophique qu'il le présentait. On a joué sur le nombre de morts qui est important. Nous l'avons dit dès le début, les gens sont morts parce que les services publics de santé ont été sabotés et continuent à être sabotés par les politiques ultralibérales des gouvernements occidentaux. C'est ça qui a fait que les gens sont morts. Ils étaient dans des couloirs avec des doliprane. Ils ne recevaient pas d'oxygène. Si il y avait de l'oxygène en quantité suffisante, des lits supplémentaires, etc., il n'y aurait pas eu cette catastrophe. Donc, ce n'est pas le Covid qui a tué ces gens-là. C'est la politique ultralibérale de ces scélérats-là qui travaillent au compte des multinationales. Et le chiffre de 90% vient nous confirmer que dans les populations où on a refusé de vendre, d'exporter des vaccins parce qu'elles ne pouvaient pas payer, ben les gens atteignent l'immunité. Et nous avions dit, il faut le répéter, que le corps humain se défend en produisant des anticorps contre les virus et qu'il faut laisser le corps humain travailler pour qu'il se renforce contre les attaques. Et qu'en imposant 1, 2, 6, 7, 8, 9 doses de vaccin expérimentaux, on affaiblit les possibilités du corps humain de se défendre. Et par la suite, ils seront beaucoup plus fragiles, comme c'est le cas aujourd'hui dans les pays occidentaux. Donc, il y a matière à comprendre que c'est un crime contre l'humanité qui a été commis et qu'il faudra que ces coupables la paix, que ces responsables la paix. Vous vous souvenez, pendant qu'ils faisaient leur propagande pour effrayer les gens, les obliger à se faire, à accepter une injection expérimentale, les médias, tout le monde disait, il y a tant de morts. Parmi tant de morts, il y avait des non-vaccinés. Mon homme mort de cancer, mon homme mort de crise cardiaque, mais il n'était pas vacciné. Mais les médias viennent dire que c'est parce qu'il n'était pas vacciné qu'il est mort. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de morts et beaucoup de morts qui ont été vaccinés. Des crises cardiaques de jeunes de 46 ans, de 50 ans, de musiciens, etc., qui suivent des vaccinations. Est-ce que vous entendez, quand les médias parlent de la mort de X ou de Y, de crise cardiaque, de thrombose, il était vacciné. Donc, il y a, dans la manière de présenter l'information, une volonté de cacher les conséquences de cette politique scélérate qui avait été menée sous couvert de protection sanitaire. Alors, on va finir en disant que
les gens parmi beaucoup de gens, nous entendons ça, nous avons des témoignages, des gens qui disent, oui, mon frère s'est fait vacciner, j'étais contre, mais il était pour. Ou bien, oui, j'étais pour, mais je vois maintenant que c'est... Bon. Parmi tous ces gens-là, il y en a beaucoup qui se culpabilisent. Ils regrettent de n'avoir pas résisté, d'avoir insulté ceux qui attiraient leur attention. Donc, ce fait qu'ils se culpabilisent fait qu'ils ne réagissent pas. Mais ce que je voudrais dire à tous ces gens, à toutes ces familles martiniquaises qui ont perdu des proches à cause de ces vaccinations à risque, qu'il n'y a pas raison de se culpabiliser, on ne peut pas être coupable parce qu'on a cru dans une parole scientifique de gouvernement, en tout cas de ce qui était présenté. On ne peut pas se culpabiliser parce que les gens qui attiraient notre attention étaient présentés comme des sataniques qui veulent tuer leur famille, des complotistes, des irresponsables. On doit se retourner contre les gens qui venaient faire leur propagande, qui venaient faire pression, qui venaient nous faire peur, pour leur dire, vous nous avez menti. Et je porte plainte parce qu'à cause de vous, j'ai telle maladie, j'ai perdu telle personne. Et cela prendra du temps, mais il faudra que ces gens-là soient également jugés et paient les conséquences de leur crime. Donc, c'est ces commentaires-là que je voulais faire concernant la mise en examen de l'Agence nationale de la sécurité pour les médicaments. Alors là, maintenant, je vais parler des constructions. Il y a une quinzaine de jours, il y a une grande campagne qui a concerné tous les médias occidentaux, de laquelle on disait la France, l'Angleterre, les pays occidentaux n'ont plus assez d'armes. Ils ont affaibli leur capacité de défense. Parce que, vous voyez, l'Ukraine était attaquée par un agresseur diabolique, Poutine, qui est venu massacrer. Et puis, regardez, chaque soir, les mamans qui pleurent, ma maison était détruite, je ne peux pas plus, etc. Regardez. Alors, nous, occidentaux, nous étions obligés humainement de leur envoyer nos armes pour se défendre contre le dictateur. Mais oui, mais il ne nous reste plus d'armes. Donc, il faut que nous nous réarmions. Vous voyez, ce que Poutine a fait, il peut nous faire. Hein? Le président, il peut nous faire. Donc, il nous faut nous réarmer. Propagande pour faire l'opinion, accepter que les dépenses militaires continuent à augmenter. Propagande pour faire en sorte qu'ils acceptent des sacrifices au nom de cette nécessité de réarmement. Alors, et puis surtout l'idée que ce qu'on fait en Ukraine va forcément nous arriver. Donc, quand nous nous armons, c'est pour vous défendre, pour empêcher qu'on ne vous prive pas d'eau et d'électricité comme ça se fait en Ukraine. Cette propagande, il faut absolument la dénoncer. Parce que nous allons commencer par donner des chiffres. Alors, ce sera peut-être plus fastidieux, mais faisons l'effort d'écouter et de noter si nous pouvons pour déconstruire cette propagande et voir quelle attitude plus valable nous devons adopter. Je vais d'abord vous donner la question des chiffres de vente d'armes pour une période avant l'intervention militaire russe. L'intervention militaire russe, c'est 2022. Mais volontairement, je vous donne des chiffres qui concernent la période de 2017 à 2021. Donc, pour contenir l'invasion russe, qu'en était-il du commerce de l'armement? Nous allons voir ça avec les 5 plus grands vendeurs et les 5 plus grands acheteurs d'armement. Pour commencer, les plus grands marchands d'armes. J'ai bien dit dans la période 2017-2021 qui précède l'intervention militaire russe. Numéro 1, les États-Unis d'Amérique, qui représentent 39% des ventes d'armes mondiales. Pour qui vendent-ils? 23% vers l'Arabie Saoudite.
régime criminel, coupeur de tête, assassin de journalistes, maltraiteurs de femmes et d'immigrés. Les États-Unis leur vendent 23% de leurs hommes. Ensuite, l'Australie, 9,4%. Je ne parle pas du sort des aborigènes. 6,9% vers la Corée du Sud, qui se prépare à l'affrontement avec la Corée du Nord. Et deuxième numéro, en deuxième position, plutôt la Russie, 19% des ventes d'armes mondiales. 28% qui vont vers l'Inde. L'Inde, ce n'est pas une démocratie, il s'appelle Modi, le Premier ministre, qui dispose de l'arme nucléaire. C'est un fondamentaliste hindou qui massacre des populations qui ne sont pas hindous, dont le parti, en tout cas, persécute les populations musulmanes. 21%, c'est là aussi, hein, 21% des exportations vers la Chine, 13% vers l'Égypte, régime de dictateur arrivé par coup d'État qui a déjà exécuté 650 opposants politiques et qui a des dizaines de milliers d'opposants politiques en prison. La Russie qui vend pour eux. Mais ensuite, numéro 3, la France, 11% des ventes d'armes mondiales, 29% en direction de l'Inde, dont nous venons de parler, avec son Modi, 7% en direction du Qatar, qui achète le PSG et à qui on donne la Coupe du Monde, et qui coupe des têtes, et qui a tué des milliers de gens pour construire des infrastructures sportives, défiant toutes les dispositions qu'on devrait prendre, qui sont demandées par l'ONU pour la protection du climat contre les catastrophes. 16% pour le Qatar. 11% pour l'Égypte du maréchal Sissi. Alors vous voyez là aussi, ils vont pour l'Égypte, là, parce que pour l'Égypte, qui est une dictature. Après la France, vient la Chine, qui ne vend que 4,6% des ventes au niveau mondial, des ventes d'armes au niveau mondial. Donc, 47% des exportations vont vers le Pakistan, qui n'est pas une démocratie. 16% vers le Bangladesh, qui n'est pas une démocratie. 5% vers la Thaïlande, qui n'est pas non plus une démocratie. Et en cinquième position, pour terminer sur les vendeurs, l'Allemagne qui ne vend que 4,7% des ventes d'armes au niveau mondial. Eh bien, 14% en direction de l'Égypte, du maréchal Sissi, dont nous avons parlé. Donc, avec la France, la Chine, la Russie plutôt, la Chine, et donc on a l'Allemagne qui va aussi pour le maréchal Sissi, et qui vont aussi certaines armes particulières pour les États-Unis. Alors, ces 5 pays totalisent 78% des exportations mondiales au niveau de l'armement. Maintenant, il faut parler des clients. On a déjà un petit peu abordé à travers les ventes, mais les 7 plus gros clients, ceux qui achètent le plus d'armes, pour la même période, 2017 à 2021, avant l'intervention militaire russe. Premier importateur d'armes, l'Inde de Modi, qui n'est pas une démocratie. Deuxième, l'Arabie Saoudite, monarchie féodale criminelle, qui importe 11% de l'armement au niveau mondial. L'Égypte, du dictateur, qui importe 5,7%, l'Australie, 5,4%, et la Chine, 4,8%. Donc, ces 5 pays-là totalisent 38% des importations d'armes. Vous avez vu le nom des pays, on va y revenir. Au total, si on prend l'année 2019, nous sommes toujours avant l'intervention russe, c'est 118 milliards de dollars qui ont été transférés dans
le commerce d'armement mondial en 2018. Quand on a dit ça, on sort de la propagande qui a été faite concernant les raisons du renouvellement des armes occidentales. Ceux qui bénéficient du commerce de l'armement, c'est qui? Il y a des vendeurs, d'accord, mais les vendeurs, c'est qui? Ce sont des multinationales, principalement états-uniennes, on a vu ça part dans le pourcentage, mais ce sont aussi des sociétés d'État de puissance impérialiste concurrente. C'est eux qui contrôlent. En ce qui concerne les multinationales capitalistes et impérialistes occidentales qui dominaient déjà le monde, ces gens-là ont des lobbies qui agissent sur les gouvernements pour pouvoir assurer qu'ils puissent vendre sans qu'il y ait de regard démocratique, moraux, etc. Non, ils peuvent vendre. Et c'est valable. C'est pour les armes de guerre entre pays, mais pour la vente des armes dans leur propre pays. Vous savez le nombre de millions de personnes qui sont mortes, qui meurent par des tirs d'armes à feu, soit en guerre entre gangs, soit à la maison parce qu'on a laissé traîner un enfant tue son frère, etc. Aux États-Unis. Ce sont des millions de personnes. Mais pour ce qui concerne globalement les guerres, les marchands de morts de guerre, il faut rappeler le bilan humain. Pour la période 1989 à 2020. Écoutez, 2 704 509 personnes ont été tuées dans des conflits armés. Je répète, 2 704 509 personnes tuées dans des conflits armés. Par rapport au nombre de tués en Ukraine, vous voyez l'écart. Donc, nous sommes soumis à une propagande pour nous faire communier avec les morts en Ukraine, leurs souffrances, et dans notre esprit, à aucun moment n'existe ces 2 704 000 autres. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas sympathiser, avoir d'empathie pour les victimes de la guerre en Ukraine. Ce n'est pas du tout ça que nous disons. Nous disons qu'on oriente sur une cause en particulier pour justifier une politique d'armement. Il faut qu'on s'en parce qu'on a tué quelques milliers d'Ukrainiens. On accepte, comme je l'ai dit au début, les dépenses d'État et les sacrifices. Et puis, dans notre esprit, aucunement la question ne vient, mais au fait, que faudrait-il faire pour que 2 704 509 000 personnes ne meurent pas en une année, enfin, sur une période à cause de guerre. Hein? Si, bon, pour dire le chiffre en 2020 seulement, il y en a 81 447. J'ai donné le chiffre pour 89 à 2020, mais pour 2020 seulement, c'est 81 447. Donc, avant l'intervention militaire. Quand on a dit ça, il faut qu'on comprenne pourquoi on ne nous parle pas de ces autres mots-là. C'est parce que leur intention n'est pas d'empêcher le commerce des armes, n'est pas d'empêcher que des civils ne meurent dans des conflits. Vous voyez souvent dans des films, des séries télévisées, des situations où des mercenaires viennent provoquer une guerre pour pouvoir vendre des armements. Il y a plein de films sur ça. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a des pays qui ont intérêt à provoquer des guerres pour pouvoir empêcher que d'autres pays ne se développent. Les Occidentaux arment des rebelles, soutiennent parfois des terroristes pour pouvoir justifier la croissance de la vente d'armes que leurs multinationales produisent. Donc c'est ça. La guerre au Yémen, quand les Occidentaux donnent des armes à l'Arabie Saoudite pour aller bombarder
des enfants yéménites. Quand la France, l'Angleterre, les États-Unis soutiennent l'Arabie saoudite dans les conflits qu'elle mène dans la région du Proche et du Moyen-Orient. C'est tout simplement pour pouvoir vendre des armes. Et puis encore, pendant qu'ils font la guerre et qu'ils vendent des armes, des négociations se font pour la reconstruction, pour que les multinationales du bâtiment entrent. Il y a déjà des négociations entre la France et l'Angleterre, les États-Unis, pour la reconstruction du Ukraine. Bon, quelle part de marché tu me laisses, etc. Donc, ils provoquent des guerres pour vendre des armes et pour développer l'industrie de la construction. En même temps, pour détourner les regards des problèmes qui sont dans leur propre pays. Et donc, il faut comprendre l'importance de ne pas se laisser piéger par les prétextes qu'ils donnent pour développer leur armement. La réalité, et c'est là que la déconstruction devient importante, c'est que les grandes puissances impérialistes, rivales, que ce soit les pays occidentaux, la Russie ou la Chine, vous avez vu leur place dans le commerce de l'armement, sont en compétition et se préparent à la guerre. Ils se préparent à la guerre parce que c'est une question de survie pour l'Occident qui perd son hégémonie et pour la Russie et la Chine qui veulent prendre la place dans le contrôle du commerce mondial. Donc, tous ont besoin de s'armer. Le prétexte de l'Ukraine ne change rien à la progression dont j'ai parlé tout à l'heure avec les chiffres précédents 2022. Donc, il faut pour ces puissances-là s'armer. Quand les médias ont dit que la France a perdu ses capacités, les États-Unis, donc il faut qu'ils rachètent d'autres armes, qu'ils produisent d'autres armes. C'est un mensonge. Vous croyez que des pays, dans ce contexte actuel-là, auraient dit publiquement, nous n'avons plus d'armes, pour que la Russie dise, ah ben non, pas d'armes, on peut attaquer, ou que la Chine dise le mot. Ils savent qu'ils ont les compétences militaires, les capacités militaires. Ça, c'est pas vrai. Ils ne sont pas en manque. Ils ont ça, mais il faut qu'ils accélèrent la production pour ne pas se laisser dépasser par la Chine qui modernise sa flotte, etc. Donc, on vient nous raconter qu'il manque des armes. Non, mais c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ils n'auraient pas commis cette erreur de divulguer une telle information si c'était vrai. Et puis, alors, il y a cette réalité que c'est la course aux armements qui continue et qui avait commencé depuis longtemps et qui se renforce et qui sert de prétexte pour la préparation des conflits impérialistes. Mais il y a un autre aspect qui nous concerne plus en tant que peuple, c'est que tous les pays impérialistes sans exception, et en particulier les Occidentaux qui dominent, savent que les peuples se révoltent, ont de plus en plus accès à l'information, et ils préparent une fascisation globale de la société, nous l'avons déjà expliqué à diverses reprises. Donc il faut qu'ils s'arment pour pouvoir mater les résistances populaires. Il faut qu'ils s'arment pour installer des régimes fascistes. Cette semaine, on a parlé d'une tentative de coup d'État qui a été déjouée en Allemagne. Vous l'avez entendu, il y a eu des arrestations, des gens qui étaient super armés, qui voulaient restaurer un régime fasciste hitlérien à la tête de l'Allemagne. Bon, le complot a été déjoué. Mais il y a une vingtaine d'années, il me semble, le même coup avait été fait en Belgique. Ça veut dire que les forces fascistes se regroupent. Mais les gouvernements en place, évidemment, ne vont pas se laisser doubler à leur extrême droite par des gens qui ne le contrôlent pas. Ils souhaitent conserver la main dans la fascisation de la société. Mais cela traduit qu'effectivement, il y a une volonté des couches dominantes, des suprémacistes, hein, de s'armer pour pouvoir mater les luttes populaires. Et dans le monde entier, ce fascisme-là, nous l'avons déjà dit, se confronte.
on a parlé de Modi en Inde, on a parlé de Sisi en Égypte, mais Bolsonaro qui a perdu les élections. Après 40 jours de silence, cette semaine, il est venu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'armée, c'est le dernier recours pour lutter contre le socialisme. Ses partisans appelaient déjà à l'armée à se révolter devant les casernes après l'annonce des résultats. Parce qu'au Brésil, c'est pas loin de nous, là, le continent. Mais il y a des renversements qui se font contre les gouvernements progressistes. Vous vous rappelez du coup d'État qui avait été fait contre Evo Morales en Bolivie? Vous vous souvenez des tentatives de subversion armée au Venezuela? Mais là, il y a les coups d'État judiciaires parlementaires, comme cela avait été fait contre Lula et Dilma Rousseff, qui s'est fait. On a arrêté le président Castillo au Pérou parce qu'il a tenté de dissoudre l'Assemblée réactionnaire qui l'empêchait de lutter. Vous savez qu'en France, on a déjà... Tiens, Chirac a eu l'occasion de dissoudre l'Assemblée. La dissolution d'une Assemblée pour pouvoir gérer le pays, ce n'est pas un coup d'État. Mais là, ils ont utilisé un prétexte pour mettre un coup d'État au développement de la politique de Castillo. Ce n'est pas encore réglé, puisque les partisans de Castillo luttent, manifestent dans les rues du pays. Ils ont d'ailleurs beaucoup moins de résonance dans les médias occidentaux que les gens qui ont manifesté à Hong Kong. Enfin, quand ça arrange les Occidentaux, ils vous font accompagner la révolte populaire. Mais quand c'est quelque chose qui va dans le sens de leur domination, ils ne se gênent pas pour pouvoir passer en mode silence. Donc voilà ce qui était important à ce que je dise. Mais en termes de conclusion, nous l'avons déjà dit, mais je pense qu'il est important de le dire. Nous sommes dans une période de crise majeure, que l'humanité même est en danger. La planète, au point de vue écologique, est en danger, mais l'humanité, l'espèce humaine, les conditions de vie des peuples sont menacées profondément. On a parlé du changement du dérèglement climatique avec les catastrophes, l'érosion des côtes, les cyclones violents, etc. Les possibilités de cultiver, c'est un défi majeur. On a parlé de l'avancée vers le conflit militaire généralisé. On a parlé de la fascisation qui s'étend, qui se prépare. On a parlé de la destruction des tissus économiques avec les crises, manque d'énergie, coût de la vie qui explose, et possibilité de vivre décemment. On a parlé des conséquences de la politique ultralibérale qui saccage les écoles, qui saccage l'éducation, qui saccage les hôpitaux publics, qui saccage tout ce qui est service public. Mais en fait, est-ce qu'on a besoin de démonstrations supplémentaires? Est-ce qu'on ne comprend pas, c'est pas le haut fait, on va mettre qu'on a identifié, et puis que je vous m'allais pas n'y prendre garde. La lucidité nous commande de nous préparer. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et qu'en Martinique, nous avons vécu, nos parents ont vécu la dictature de l'amiral Robert. Les choses étaient extrêmement difficiles, mais ils ont survécu, nos anciens ont survécu, parce qu'ils travaillaient, parce qu'il y avait des solidarités populaires, parce qu'ils avaient confiance en eux, parce qu'ils ont réorganisé l'économie, et parce qu'ils ont su se révolter quand le commandant Tourté s'est révolté à Balata, le peuple a soutenu. Mais aujourd'hui, les conditions sont beaucoup plus difficiles à certains égards, de la mesure où nous sommes dépossédés des moyens de production, nous sommes dépossédés
des solidarités qui sont attaquées de toutes parts par l'individualisme. Nous sommes tout à fait démunis parce que le génocide par substitution vient casser notre tissu social. Ça, c'est la réalité. Alors, nous avons des atouts parce que la conscience politique de notre peuple a fait un bond extraordinaire. Parce que notre jeunesse, c'est une jeunesse compétente, qui a des possibilités immenses, qui pourront être exploitées quand elles se seront débarrassées de l'individualisme et de l'égoïsme que cultive chez eux la propagande officielle. Mais nous prenons conscience que nous sommes vraiment à la croisée des chemins et qu'il nous faut nous organiser. Ceux qui en sont conscients, ceux qui ont honnêtement des intentions solidaires, des intentions humaines, sont placés devant une urgence. Se former, s'organiser, se mobiliser. Je vous remercie de votre attention.